Ce spectacle est une fiction. Les observations astronomiques et les hypothèses de recherche évoquées témoignent simplement des interrogations des astronomes face à la complexité de l'univers. À cette époque, je travaillais dans un grand observatoire, un des plus performants de sa génération, construit sur le plateau de l'Atacama, au Chili. Depuis quelques années, nous étions nombreux, de par le monde, à surveiller un phénomène étrange. Presque tous les jours, de puissants rayonnements, d'origine inconnue, venaient s'inscrire sur nos écrans. On les avait baptisés les sursauts gamma. La découverte de ce phénomène nous intriguait. D'après nos observations, ces rayonnements surpuissants venaient du fin fond de l'univers. Une nuit de décembre, nous avons vécu, mes collègues et moi, une expérience étrange qui nous a profondément marqués. Jusqu'à aujourd'hui, aucun d'entre nous n'en a parlé. Notre observatoire faisait partie d'un réseau de surveillance des sursauts gamma qui pouvait être mobilisé à tout instant à partir d'alertes données par satellite. Dès qu'une alerte nous était transmise, nous étions chargés de repérer avec précision les phénomènes lumineux qui suivent en principe chaque sursaut gamma, les afterglows. Ce soir-là, mon équipe était à son poste. Il y avait là avec moi Franck, technicien hors pair, qui maîtrisait à merveille le tout nouveau simulateur d'observation numérique dont le centre venait d'être doté. Il y avait aussi Léa, venue passer quelques semaines au Chili, dans le cadre de sa thèse sur les trous noirs supermassifs. Elle nous avait rejoints pour sa dernière soirée à l'observatoire. Alors que je relisais les notes transmises par l'équipe qui nous avait précédés, Franck et Léa effectuaient les tout derniers réglages de leurs appareils. Franck, regarde ces lignes de calcul. Je te les affiche. Ah oui, c'est une application de statistique. Je l'ai lancée tout à l'heure, c'est bientôt fini. Tu sais si l'équipe précédente a pu remettre en route le simulateur de vision immersive? Non. Les techniciens sont dessus depuis une semaine. Je ne sais pas s'ils ont trouvé le bug. Ce serait sympa de pouvoir te le montrer en marche, Léa. Une dernière nuit sur l'Atacama, ça ne se rate pas. Alors, tu nous quittes demain matin, ma belle? Ouais, c'était super. Pour ma dernière nuit, j'aimerais bien qu'on attrape quelque chose. Tiens, il suffit de demander. Une nouvelle alerte. Léa, tu notes, cette fois-ci, c'est le satellite Ulysse qui nous renvoie l'info. Et si c'était la bonne? Je mets la détection automatique en place. Tu vérifieras aussi notre espace-disque? C'est bon, j'ai déjà fait avant que tu arrives, qu'est-ce que tu crois? Oh, vous l'avez vue? Elle va sûrement nous porter chance. Ouais, si tu veux. Ça y est, le curseur s'est arrêté. Les premières images vont tomber. On intègre les clichés. Génial! C'est superbe. C'est vrai. Je poursuis les acquisitions. Il n'est pas mal du tout. Franck, ça donne quoi au niveau magnitude? Attends, je lance l'application de mesure en photométrique, mais à vue de nez, je dirais quelque chose comme 18 ou 19. Bon, faites bien toutes les mesures de coordonnées. Franck, prends les spectres standards. Tu peux préparer l'affichage des images traitées? Dans 2 secondes. Ça y est, j'ai les coordonnées précises. Nébuleuse de la Tarentule dans le grand nuage de Magellan. Alors là, Paul, tu vas payer ta tournée. C'est ta chère Tarantula, dans la région de Hodge 301 si tu veux tout savoir. En fait, vous savez, on a eu une sacrée chance de capter cette lumière. Avec toute cette poussière qu'il y a dans la Tarentule, c'était pas gagné. On a eu de la veine. C'est un peu comme si on avait pu voir à travers un trou. Tiens, je lance l'affichage des images traitées de l'Afterglow. Dites, vous avez bien regardé ces clichés? Il y a quand même quelque chose de curieux. Où ça? Regardez bien la différence entre les photos.
Ce truc bizarre, presque au milieu et à droite. Et alors? Là, vous voyez? Comparez les images. Cette source ponctuelle qui apparaît et qui disparaît. C'est vraiment très étonnant. Attends, ne t'emballe pas. C'est peut-être tout simplement un défaut du capteur. Non, je ne pense pas. C'est trop régulier compte tenu des temps de pause. Franck, tu peux faire défiler la série des photos en superposition. De mon côté, je vais essayer de mesurer la périodicité de cette affaire. D'après toi, c'est quoi? C'est bien un phénomène périodique, ou quasi-périodique. C'est pour ça que sur les photos, on l'a une fois sur deux, ou presque. Son cycle est très rapide. Je trouve un ordre de grandeur de 10 secondes. Franck, je n'ai jamais entendu parler de ce genre de défaut sur un détecteur. Tu peux préparer le zoom? Je veux vraiment qu'on s'occupe de ça. Et puis, c'est l'occasion ou jamais de montrer à Léa ce qu'on peut faire avec notre joujou. En attendant, Léa, tu fais l'entrée standard? Alerte Ulysse, 4h17 temps universel, Afterglow observé. Mais ne perds pas trop de temps avec ça, je vais avoir besoin de toi. Je l'envoie. Franck, tu peux me centrer l'image? Ça vient, ça vient. Vas-y, mets le zoom en route, on peut y aller. ...50... ...70... ...80... Toujours aussi grandiose, le grand nuage de Magellan. Oui, mais à ce rythme-là, on y est encore dans 3 ans. Tiens, tu vois? Il est là, notre phénomène. Juste en bordure de la tarentule. Oui, je le vois maintenant. 90... Ça y est, on y est, on arrive en butée. Paul, pour aller plus loin, il va falloir passer en vision immersive. Ok. J'aimerais bien qu'on ne perde pas de vue notre gaillard. Prépare le simulateur. Attends, je ne suis pas sûr qu'il va marcher. C'est vrai, il est capricieux. Allez, Franck, pointe sur ce phénomène. Vraiment, j'aimerais savoir de quoi il retourne. C'est pointé. Cette fois-ci, à moi de lancer le simulateur. Prêt, Franck? On passera tout de suite en dynamique. Ok. Top départ. C'est fabuleux. On a vraiment l'impression d'y être. Léa, je ne sais pas si tu connais le principe, c'est ultra simple. On fait d'abord la photométrie et la spectroscopie massive de l'ensemble du champ. Ensuite, avec un ordinateur couplé à une base de données, on calcule les distances des étoiles, des nébuleuses et des galaxies. Tout ça à partir de l'information spectroscopique. Après quoi, un simulateur immersif permet de se déplacer en temps réel dans la structure 3D reconstituée. C'est sûr qu'avec ce nouvel outil, on a de sacrées sensations. Super. On voit même les poussières interstellaires. Eh Franck, tu as vu? Il est toujours là. Ça promet. Ça y est, on est en train de sortir de Magellan. Regardez notre point. Il y est encore. C'est tout à fait exceptionnel. C'est bien au-delà de la tarentule. Et il n'arrête pas de vibrer, notre Lascar. Regardez ça. Franck, peux-tu afficher la mesure du redshift acquise par le spectro? On pourra connaître sa distance. Tout de suite. Alors, on a quel redshift? 3.9... 6.8... 9.5... Mais vous savez quoi? On en est à 10.4. Ça fait à peu près 13 milliards d'années-lumière. Waouh! Ça, c'est un nouveau record du monde. Léa, tu vas pouvoir signer ton premier papier pour Nature. Bravo les enfants. On n'est pas venus pour rien ce soir. Faudra sabrer le champagne. Franck, tu ne crois pas que c'est le moment ou jamais de tester le trou de verre du simulateur? Le trou de verre? Tu sais, Paul, on ne l'a jamais utilisé dans des cas pareils. Vu sa distance, ce truc doit émettre une quantité d'énergie colossale. Il faudrait pas qu'on sorte des spécifications de l'appareil. Oui, mais c'est trop énorme. Il faut tenter le coup. Allez, mets-le en charge. Initialise tous les modules. Si tu veux. Paul, le trou de verre, ça permet de faire quoi? Tu sais, avec la courbure de l'espace-temps,
On passe d'un point à un autre dans l'univers en empruntant des sortes de galeries. Et alors, c'est quoi le problème? Ah, ça risque de tout planter. Non, il n'y a aucune raison. Ceci dit, je crois bien que nous sommes les premiers à le faire fonctionner pour une observation dans les grandes profondeurs de l'univers. En plus, sur un point, Franck a raison. Ce qui clignote devant nous, vu son éclat et sa distance, c'est pas de la gnognotte question énergie. Franck, par prudence, tu passeras en manuel à l'approche de la cible. Ça y est. Le trou de verre est en place. Je l'ai calé sur un saut de 12 milliards d'années-lumière. Après, on repassera en manuel. C'est bon. On y va? Ça paraît ok. C'est parti. Lance la machine. Supermassif et sans disque d'accrétion. C'est fantastique. Personne n'en avait jamais vu et ça tombe sur nous. Tu vois, les jets de matière, ils doivent faire plusieurs milliers d'années-lumière de longueur. Ces paquets de matière qui sont absorbés, ce sont eux qui émettent ces flashs. Ils sont accélérés à des vitesses vertigineuses. Franck, tu as bien mis les spectres en route. Il ne faut surtout rien rater. J'en reviens pas. 3 ans de thèse. Et là, devant nous. Eh oh, du calme, hein. Procédons avec méthode. Léa, tu lances les enregistreurs. Et Franck, tu me donnes les relevés d'intensité dès que tu les as. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on est beaucoup plus près que prévu. Franck, tu es bien passé en manuel? Mais oui, mais il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent dans les commandes. Franck, on continue à se rapprocher. C'est pas normal. Le comportement du trou de verre n'était pas nominal. Paul, je t'avais prévenu, cet engin est terrifiant. Toutes les données sont farfelues. J'ai plus la main sur quoi que ce soit. Le trou de verre s'est réinitialisé tout seul. Je n'ai plus aucune donnée spatio-temporelle. Et avec ça, les capteurs semblent morts. Quoi? Ne me dis pas qu'on ne peut faire aucune mesure, c'est une blague. On est devant l'un des phénomènes les plus extraordinaires de l'univers et tu nous dis que les capteurs sont morts? Regarde, on pourrait presque le toucher. Oui, mais moi, c'est bien ce qui ne me plaît pas. Franck, que dit Franck? Il dit plus rien. C'est pas que les capteurs ne marchent pas, c'est plutôt que les valeurs qu'il me donne sont complètement aberrantes. Regarde le magnétomètre, il oscille de 0 à sa valeur maximum de manière totalement aléatoire. Et je te parle même pas des photomètres. Ce truc doit émettre des ondes gravitationnelles colossales. C'est peut-être ça qui a perturbé le trou de verre. Bon, tout ça ne me dit rien de bon. Franck, il faut absolument s'éloigner de ce monstre. On analysera les données tranquillement au labo. Désolé Léa, j'ai un mauvais pressentiment. Désolé Paul, mais je ne contrôle plus rien du tout. C'est impossible. Impossible. On dirait qu'on est aspiré. Paul, rassure-moi, on est bien dans une sorte de simulateur. En théorie, oui. Mais j'ai beau réinitialiser le système, rien n'y fait. On se rapproche toujours. Franck, il faut vraiment trouver une solution. Franck, ça urge maintenant. Nom de Dieu, ce monstre va nous avaler tout cru. Franck, Léa? Franck? Vous êtes là? Vous m'entendez? Oui, Paul. Je t'entends. Moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Dans le trou noir, on devrait littéralement exploser. Mais bon, là, apparemment, on n'a pas perdu le contact. C'est déjà ça. Franck, est-ce que tu as encore le contrôle de la machine? Désolé, Paul. On pouvait s'y attendre, mais là, c'est sûr, on a perdu la main. On fonce droit dans la gueule du monstre et je n'ai aucune solution à te proposer. Si, une chose, ce qui nous arrive est strictement impossible.
Je crois qu'il a dû se passer quelque chose lors de notre déplacement, mais je suis totalement incapable de dire quoi. Je n'ai plus aucun retour d'infos. C'est fantastique. Ces volutes de matière, d'énergie. Personne n'a jamais vu ça. Pourvu que ça enregistre. J'espère surtout que c'est une hallucination collective. Sinon, je ne sais pas comment on va se sortir de là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'en sais rien. Pour moi, c'est vraiment étrange. Je n'ai plus aucun signal et on continue à recevoir des images. On dirait des traits de lumière. Vous entendez? Quoi? J'ai l'impression d'entendre une musique. Oui, je l'entends aussi. Ça vient de partout en même temps. À propos de temps, Franck, tu as vérifié le compteur spatio-temporel? Il fonctionne peut-être, lui. Évidemment, j'ai vérifié. Mais je n'ai rien. Ni compteur spatio-temporel, ni aucune sonde, ni rien du tout. Waouh! Au-delà des empreintes impossibles, cordes et mondes enchâssés. De faits de cordes emmêlées. Cordes et mondes enchâssés. Le temps avance dans l'espace aboli. Inversion. Transversion. Passage et repassage. Léa, tu peux chercher des éléments dans ta base de données? Il va bien falloir trouver une explication rationnelle à tout ça. Je veux bien, mais autant dire que ce sera plus qu'hypothétique. Oui, parce que question relevée, c'est toujours le point mort. Je vous proposerais bien une idée. Et si ces phénomènes, tiens, comme celui-là, c'étaient des univers qu'on verrait apparaître et disparaître au milieu des cordes, comme dans la théorie de Smolin. Notre trou noir donnerait naissance à des sortes de bébés univers qui n'arrêteraient pas de se créer indéfiniment. Peut-être que le simulateur est en train de nous renvoyer toutes les images qu'il y a dans notre cerveau. Cette histoire de multivers, ça serait à vérifier sur les enregistreurs à notre retour. Oui, mais enfin, pour revenir, il faudrait encore savoir si on est parti. Pour l'instant, on est vraiment dans le cirage. Franck, tu confirmes? Absolument. Tous mes relais sont hors service. J'ai renoncé à faire quoi que ce soit. J'en prendrais bien un pour chez moi si je pouvais. Un petit univers sur ma cheminée, ça ferait classe. C'est quoi? Oh, c'est rien, juste un souvenir que j'ai ramené d'un trou noir. Franck, au lieu de délirer, au niveau des capteurs, toujours rien? Ça commence à faire un peu long. Cela dit, peut-être que ce qui nous paraît interminable ne dure pas plus d'un milliardième de seconde. Tu es bien impatient. Moi, je commence à m'habituer à cette curieuse ambiance. Observer tranquillement, sans forcément tout analyser. Ça nous change. Tiens, regarde celui-ci. On aurait voulu l'inventer que l'imagination nous aurait manqué. Bon, Franck, trêve de plaisanterie. Il faut qu'on se ressaisisse. On va pas se laisser balader indéfiniment. Refais un essai pour connecter les capteurs. Si on peut communiquer entre nous, c'est qu'on a conservé notre propre continuum espace-temps. Interroge le simulateur. On devrait pouvoir se caler sur son timing de temps réel. Cela nous permettrait au moins de nous situer dans notre propre durée. Je vais essayer, mais je garantis rien. J'ai aucune maîtrise sur tout ce qui arrive, comme si le simulateur n'en faisait qu'à sa tête. Dis-moi, Léa, je reviens sur ce que tu nous as dit sur Smolin. Si ce qu'il raconte est vrai, il ne serait pas impossible que le trou noir qui nous a absorbés puisse abriter notre propre univers. Absolument. Vous savez quoi? On dirait que le simulateur se synchronise à nouveau. Là, j'en reviens pas. Vous ressentez ça? J'ai l'impression de retrouver l'usage de mes sens. Franck, tu as fait quelque chose? Rien. C'est comme si on se reconnectait avec notre espace-temps. Ça serait ça notre continuum, notre dimension. Nous entrons en résonance. C'est sûr, maintenant, ce monde, c'est le nôtre. On est en train d'assister au Big Bang. Paul, Franck, ce rouge qui envahit tout. Et puis cette vibration. C'est un
incroyable. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on imagine. Le Big Bang, c'est pas un point, c'est quelque chose qui n'en finit pas de commencer. Ce qu'on voit là, c'est extraordinaire. Léa, on dirait les premiers instants de l'univers, juste après le fameux mur de Planck, quand la soupe primordiale est complètement opaque. Ces petites lucioles, c'est comme si la lumière émise était immédiatement réabsorbée par la matière. Et maintenant, on a l'impression que ça se refroidit. Peut-être les premiers noyaux qui sont en train de se former. On sort du brouillard. On serait alors en phase avec les premières étapes de l'univers. C'est sans doute la surface de dernière diffusion. On devrait être dans les 300 000 ans. Je viens juste de réussir à faire une mesure du rayonnement fossile. On est encore à 3000 Kelvin, mais ça diminue à vitesse grand V. Plus la température du rayonnement fossile sera basse, et plus on se rapproche de notre époque, à 3 Kelvin. On va peut-être pouvoir suivre notre déplacement dans le temps. Mais Paul, ça voudrait dire qu'on va plus vite que le temps? Oui, je sais, c'est strictement impossible. Et pourtant, j'ai bien l'impression que c'est ce qui nous arrive. On est complètement à la merci de cette foutue machine. Là, par contre, on ne voit pas grand-chose. Et si c'était l'âge sombre? La matière se structure, s'assemble. Mais on ne verrait rien parce que les étoiles ne seraient pas encore formées. Mais tu as raison. Il faut impérativement essayer de donner du sens à tout ça. J'ai bien l'impression que ce sont des masses de gaz entraînées par les forces gravitationnelles des grandes structures. Tu as vu tous ces filaments? Oui, au croisement, ça fait comme des puits qui attirent les masses de gaz. C'est sans doute les premières galaxies. C'est assez dingue. Et là, cette lumière. Tu as vu, Franck? Oui, on voit bien les amas qui se forment. C'est incroyable. C'est sans doute les premiers amas d'étoiles. Les galaxies primordiales. Paul, côté rayonnement fossile, la température diminue sacrément. On n'est plus qu'à 30 Kelvin. C'est ça. L'univers est encore tout jeune. Pas plus de 1 milliard d'années. Faut pas perdre espoir, à la vitesse où ça va. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'on a complètement changé d'échelle. On doit être vers le Redshift 9. J'ai l'impression que le simulateur est complètement déréglé. J'aime pas ça. En attendant, on voit l'intérieur d'une galaxie. Sans doute le gaz en rotation à une vitesse incroyable. Une structure spirale est en train d'apparaître au centre. Oui, les bras spiraux se dédoublent. Et il se forme une sorte de barre au milieu. C'est le gaz qui traverse la barre en étant soumis à des chocs énormes. Il tombe vers le centre de la galaxie. C'est peut-être ce qui alimente le noyau actif. Peut-être un trou noir. Alors maintenant, c'est carrément les très grandes structures de l'univers. C'est comme si on avait fait un énorme saut dans le temps. C'est tout en vrac. Franck, qu'est-ce que tu en penses? Le redshift nous donne un Z proche de 0. La température est proche de 3 Kelvin. Autant dire qu'on a presque retrouvé notre temps à nous. Les deux ailes d'un ange. On assiste à la collision de deux galaxies spirales. Oui, c'est assez envoûtant. Enfin, on n'est pas là pour rêver. C'est du gaz ou des étoiles? Sans doute un mélange des deux. Il y a des courants de matière arrachés par la gravité au moment de la rencontre. Ce qui est bizarre, c'est que tout ça s'étale en réalité sur un sacré bout de temps. Une collision de galaxies? Non, j'ai l'impression qu'on a encore changé d'échelle.
Je crois plutôt que c'est l'effondrement de masses de gaz sous leur propre poids. Ces points blancs, ce sont des étoiles en formation. Regardez ces étoiles jeunes, très proches les unes des autres. Quand elles se rencontrent, ça engendre des mouvements chaotiques. On va ramener de superbes données. Ça y est. Pour le rayonnement fossile, on est à 2,7 Kelvin, la température qu'on capte depuis la Terre. Tant mieux. Il y a de grandes chances qu'on s'en sorte par cette voie-là. Tenez, regardez cette galaxie. Mes capteurs la donnent à 70 millions d'années-lumière. On est presque chez nous. Là, le sombre héros. Je le reconnais. Par la tranche. Maintenant, on a retrouvé notre temps, on se déplace dans l'espace. Tu as sans doute raison. Mais à quelle vitesse? M51. 35 millions d'années-lumière. On se rapproche de plus en plus. Regardez ce qui arrive. Andromède. La plus proche de chez nous. 2,7 millions d'années-lumière. Tu vas voir, la prochaine, c'est la Voie lactée. Bon, Franck, tu as le contrôle de la situation? Toutes les données concordent. On se rapproche de plus en plus des références qu'on a sur la Terre. C'est bon, garde bien le contrôle. Ces données, c'est important pour nous. Là, ça y est. La Voie lactée. Vous vous rendez compte? C'est la première fois qu'on l'observe de l'extérieur. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, on pénètre à l'intérieur. C'est un comble. Franck, ça enregistre. Je te l'ai déjà dit, je fais ce que je peux. Je peux pas aller me mettre dans le capteur. Cette étoile avec ses planètes. Et si c'était notre soleil? Et là, cette petite planète bleue à côté du soleil. C'est pas la Terre? Ça y ressemble sacrément. Je crois, les amis, qu'on touche au but. L'Atacama. Mais Paul, il y a quand même un problème. Comment on va sortir de tout ça? J'en sais pas plus que vous. Mais regardez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Léa? Franck? Je suis complètement sonné. Ça vous fait pareil? Oui, je suis groggy. C'est très étrange comme sensation. Je t'avais dit, Paul. On était en limite de puissance du simulateur. On savait pas trop où ça pouvait nous mener. Si, maintenant ça me revient. On venait de capter ce curieux phénomène qui vibrait. Et j'ai l'impression qu'en courant après, on a fait un sacré voyage. Franck, tu peux réafficher les images traitées de l'Afterglow? J'aimerais bien les revoir. Tu as vu? Il n'y a plus rien. Ça, c'est un peu fort. Ce point lumineux qu'on voyait sur les images, tout complètement disparu. Si! Les enregistrements. Je peux vérifier les enregistrements. Oui, vite, vite! Je te les lance. Ça alors? Je n'ai rien. C'est comme si on avait tout perdu. Comment ça, rien? Mais enfin, vérifie, c'est pas possible! Mais je peux pas plus. Je refais encore une fois la manip. C'est dingue. T'arrêtais pas de dire que ça enregistrait. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le grand nuage de Magellan, le trou noir, le Big Bang, le mur de Planck. Enfin, Franck, on n'a vraiment aucune trace? Je réessaye encore une fois, mais je t'assure, il n'y a rien qui sort. Quoi? On n'a rien enregistré? Ben merde alors. Oh non, j'y crois pas. J'ai tout vérifié. J'y peux rien, il n'y a rien. Je sais pas ce qui s'est passé. Mais alors tout ça, on l'a imaginé? Tous les trois ensemble? Depuis le début? Oh non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Cette nuit-là, sur l'Atacama, mes deux compagnons et moi, nous n'étions pas près de l'oublier. Nous étions profondément marqués. Alors que nous avions eu accès à des secrets étonnants sur l'origine de l'univers, nous n'avions conservé aucune preuve tangible de cette expérience qui nous aurait permis d'en faire part à la communauté scientifique. Avions-nous rêvé? Je ne sais pas. En tout cas,
Les seules traces étaient dans nos mémoires. Longtemps, nous avons gardé ces images fantastiques au plus profond de nous, comme des trésors. Il était difficile d'en parler, au risque de passer pour fou. J'ai beaucoup réfléchi depuis cette fameuse nuit, et je ressentais de manière irrépressible l'envie d'en parler. C'est vrai, nous avons appris beaucoup de choses savantes au cours de cette expérience étonnante. En entrant en intimité avec l'espace et le temps, nous avons aperçu ce qu'est, peut-être, le déroulement de notre univers. Mais le plus important pour moi, et que je n'oublierai sans doute jamais, c'est la leçon de sagesse que j'en ai tirée. La musique du monde est belle, mais délicate. Pour l'entendre, il faut tendre l'oreille et ouvrir son cœur si on veut s'en inspirer.